Bonjour à tous, merci Bonjour. d'être ensemble. Salut Ronan, salut Charles. On va vous lancer une petite vidéo parce qu'on aurait aimé être sur Carré et malheureusement, à cause du Covid, on ne peut pas y être. Un petit mot sur les partenaires, Charles? Alors, on voulait marquer le coup aujourd'hui. Alors, c'est vrai qu'on ne peut pas faire l'événement à Carré avec nos partenaires historiques, la région, Arkea. On a voulu maintenir un événement, certes à distance, mais avec des stars néanmoins, et puis en essayant de recréer un peu l'esprit de Carré. On a gardé quelques affiches derrière nous Alors, pour compléter ça. l'esprit de Carré, c'est quoi, Alex? Avec Catherine Barba, je prie pour que ça fonctionne bien. Elle va dans un petit bar du côté de Sainte-Lucie de Talane. Talano, ce n'est pas De compris. Talano, ok. Ensuite, on reviendra en Bretagne avec Charles qui va interviewer Loïc Chenet-Girard, président de la région Bretagne, ainsi que Hélène Bernicot, la nouvelle directrice d'Arkea. Ensuite, on basculera sur la partie musicale avec Jérôme Forel, le directeur des Vieilles Charrues, suivi par Louis-Alexis de Gemini, qui est le patron de Deezer et qui est l'une des startups du Next 40. Et on terminera aussi avec un tout petit peu de musique. Et il ne faut pas oublier non plus Franck, notre CEO breton, CEO de Crêpe Up. C'est notre fil rouge depuis des années. C'est maintenant voilà. Non, c'est pas tout de suite. Tu me diras. Oui, je te le dirai. Okay. Céline Dion, elle va passer ou pas? Bah, je sais pas. On aura peut-être la petite surprise Céline Dion tout à l'heure. On verra bien. Mais je compte sur toi. Je vais l'appeler alors. À tout à l'heure. Merci Franck. Surtout, n'hésitez pas à poser vos questions. Hein. Vous pouvez poser tout simplement, c'est à droite du coup de votre écran. Et n'oubliez pas non plus le hashtag. Ronan, on est avec toi et l'interview de Cédric O. Oui, alors Cédric avait accepté de venir, était très heureux de venir au WSF Festival physiquement, avant malheureusement que les charrues soient reportées à 2021 du Covid, comme on le sait. Ce webinaire avec nous, et comme chacun le sait, il y a eu quelques petits changements récemment, et on lui a quand même demandé d'intervenir parce qu'on a considéré que ce qui nous intéressait, au-delà de la parole du ministre, c'était la parole de Cédric O tout court, et donc les messages qu'il avait envie de nous faire passer. Alors, comme il y a des contraintes d'agenda, on a fait cette interview en mode décalé, on l'a fait ce midi en l'occurrence, et donc on va pouvoir effectivement l'entendre maintenant, nous répondre à quelques questions, et notamment des questions concernant le digital en Bretagne. Alex. Bonjour Cédric, merci d'être parmi nous. Donc Cédric, on te présente plus ou presque. En fait, tu as été de 2017 à 2019 conseiller du président de la République. Depuis 2019, tu es secrétaire d'État chargé du numérique, n'est-ce pas? Exactement, avec une petite période interstitielle peut-être en ce moment, mais en tout cas c'est bien ça depuis 2017. Et puis surtout, tu nous fais le plaisir d'être parmi nous parce qu'on avait prévu de t'avoir physiquement dans le cadre du WSF Festival jusqu'à ce que le Covid malheureusement amène à ce que l'événement soit reporté à 2021. Et tu as tenu à être parmi nous malgré tout pour pouvoir témoigner sur quelques sujets clés devant pratiquement 500 personnes, parce qu'on aura à peu près 500 personnes connectées. On a 500 personnes connectées sur ce live aujourd'hui. Ton agenda est un peu bousculé, donc on se permet de faire cette petite vidéo ce matin, de sorte qu'elle passe cet après-midi quand tout le monde sera connecté. Et j'ai préparé quelques questions pour échanger avec toi sur le digital en France, de sa trajectoire européenne notamment, et voir comment, et c'est la première question d'ailleurs, toi tu as vécu quelque part la prégnance du digital dans la période Covid qu'on a connue. On a souvent opposé le digital et la distribution physique. Est-ce que toi, tu as observé des phénomènes intéressants ou tu as des leçons à retenir de cette période qui pourraient notamment dire que le physique et le digital, ça peut se réconcilier et ça peut très bien cohabiter ensemble? Oui, c'était. Je pense que la période Covid pour le digital a été assez importante, enfin était même assez marquante, et qu'en fait, je pense qu'on est dans des années ou des mois qui sont de bascule pour le digital. C'est qu'on voit que nous qui sommes dans le digital tous les jours, qui le vivons, on se rendait compte de la place que ça avait pris.
ça avait pris, pardon. Mais là, ça a été quasiment de manière paroxystique. C'est-à-dire que tout est devenu digital du jour au lendemain. C'est-à-dire en 10 jours, on a dû tout passer sur le digital. On a fait des progrès exceptionnels dans des domaines comme la télémédecine. La télémédecine, il faut se rendre compte qu'on a multiplié par 10 le nombre de gens qui faisaient des consultations par semaine en 2 semaines. Et que ça a dû suivre, etc. Et donc les usages ont énormément progressé. On s'est aperçu qu'on avait des éléments, si on parle d'économie ou de souveraineté, de dépendance, c'est-à-dire que tout le monde s'est aperçu, par exemple l'Assemblée nationale a dû faire ses auditions sur Zoom, ce qui est quand même, évidemment, on accueille les investissements et les entrepreneurs étrangers avec beaucoup de plaisir, mais quand il n'y a pas d'option européenne, ça a montré par l'absurde quelque part à quel point on était dépendant. Et puis ça a montré aussi la fracture entre ceux qui étaient connectés et ceux qui n'étaient pas connectés pour diverses raisons, soit qu'ils n'étaient pas connectés, soit qu'ils ne savaient pas se servir d'Internet, parce que quelque part le confinement était supportable parce que on avait tous des outils numériques, qu'on avait tous ces outils de communication. Mais alors pour ceux qui ne savaient pas s'en servir, qui n'étaient pas connectés, ils n'avaient même pas accès à leur attestation de sortie. Et donc ça a été là, pour le coup, pour les 20% de Français qui ne savent pas servir d'Internet ou qui ne sont pas connectés, le confinement a été beaucoup plus compliqué. Et donc, ça a montré à quel point l'épine dorsale de notre société était devenue numérique. Et je pense que ça doit ça doit quelque part nous pousser à accélérer sur cette transition numérique qui est vraiment cette révolution qui bouleverse notre monde, nos habitudes, notre quotidien, notre société, nos économies. Et on doit se mettre à niveau dans les mois à venir. D'ailleurs, justement, par rapport à ça, le président de la République, l'année dernière, en septembre dernier, avait annoncé un grand plan, notamment d'investissement via les assureurs dans le digital, un plan de plusieurs milliards d'euros. Donc peut-être déjà, tu pourrais nous dire où on en est par rapport à ça. Puis il y a des annonces récentes qui ont été faites également post-Covid, on va dire, sur le digital en France et sa place en Europe. Est-ce que dans ces grandes tendances que l'on voit, ces investissements qui vont être mis sur la table, entre guillemets, tu vois effectivement des grands sujets qui étaient bien sûr des sujets qui étaient d'ores et déjà lancés, mais également qui découlent du diagnostic que tu faisais à l'instant sur le Covid et les conséquences, entre guillemets, positives et aussi négatives au sens fracture qu'elles ont pu mettre en exergue? Alors, d'abord, effectivement, il y a cette initiative, peut-être rappeler en 2 mots de quoi il s'agit. On voit que l'écosystème digital en France, il grandit très vite. C'est un des écosystèmes mondiaux qui a la plus belle dynamique. C'était 2,5 milliards d'euros investis il y a 3 ans dans les startups. C'était 3,5 milliards d'euros il y a 2 ans. C'était 5 milliards d'euros l'année dernière. On j'espère toujours qu'on fera autour de 5 milliards d'euros cette année. Bon, la crise Covid a un peu ralenti les choses, on espérait être au-delà. Et juste pour donner un comparatif, pour la première fois, là, aujourd'hui, à date, la France les startups françaises ont levé plus d'argent que les startups allemandes ou les startups israéliennes. Et si on termine devant ces 2 pays, ce serait la première fois de l'histoire où la France se placerait devant ces 2 pays. Et on voit qu'on commence, à travers le nombre de licornes, on a encore eu Content Square dernièrement, à travers les levées, les phénomènes de start-up jusque dans les territoires, et c'est pour ça que le West Web Festival c'est intéressant, c'est que on avait un phénomène très parisien, et maintenant on voit des très belles startups qui sont à Mâcon pour Ubis Transport, à Saint-Etienne pour Keranova, et un peu partout dans le territoire, ça vient irriguer le territoire. On avait ce problème qui était de monter des grosses levées, et c'est pour ça qu'on a travaillé avec les assureurs et les investisseurs institutionnels pour ramener du capital français dans les grosses levées, avec cette initiative évoquée et annoncée par le président de la République de 6 milliards en fait qui seraient investis par les investisseurs institutionnels français. Il y a tout un mécanisme sur lequel je ne reviendrai pas de labellisation de fonds, et on voit que alors ça a pris un peu de retard avec le Covid, mais que ça se passe bien. D'abord, il y a une vingtaine de fonds qui ont été labellisés, à la fois des fonds cotés et surtout des fonds non cotés, et on a des fonds qui ont closé leur levée, comme Cathay ou Infravia, notamment à travers l'initiative Tibi. Donc, on a pris 3-4 mois de retard, mais l'engagement des assureurs qui reste là, et l'initiative progresse. Maintenant, ça doit se déployer pour faire en sorte que on ait, dans les mois qui viennent, cet écosystème de champions du numérique qu'on veut avoir en France et en Europe. Parce que après on a un univers, pour dire les choses, qui est un peu plus incertain post-Covid que pré-Covid. D'abord, les phénomènes d'investissement internationaux sont un peu bouleversés par ce phénomène, par l'incertitude économique. On sait à quel point, si on veut faire un grand écosystème au niveau français et européen, on a besoin des investisseurs internationaux. Et on a besoin de plus d'investisseurs internationaux pour être plus forts et pour être plus souverains, ce qui est un peu un paradoxe, mais qui est le cas. Donc on ne sait pas exactement comment ça va se passer. On voit
un intérêt continu, mais peut-être un peu de ralentissement de ce côté-là, qui est un ralentissement mondial. Et dans le même temps, on a une plus grande application des Européens, de l'État, et notamment à travers le plan de relance. Pendant le Covid, il y a eu une action massive de l'État pour amortir le choc pour l'économie, on le sait, mais pour l'écosystème, c'est plus de 5 milliards d'euros entre les prêts, les fonds dédiés, l'aide aux entreprises en difficulté qui ont été déployés pour amortir la crise pour l'écosystème numérique. Et là, on travaille maintenant au plan de relance, notamment dans le cadre du plan d'investissement d'avenir, la 4e version du plan d'investissement d'avenir. Et donc, on devrait faire des annonces dans les mois qui viennent, ou dans les semaines qui viennent plutôt, sur cette version du plan de relance. Et là aussi, on veut faire en sorte que il faut amortir le choc de la crise, mais il faut profiter de ces crises-là pour bâtir l'économie de demain. La force des Américains et des Chinois s'est aussi bâtie dans les lendemains de la crise de 2008. Et là, cette fois-ci, il faut que nous aussi, on récolte ce qu'on a semé, et donc on veut que le numérique soit un élément important. Et pour terminer, l'autre élément que tu évoquais, je pense qu'il faut qu'on fasse un effort historique sur la question de l'inclusion numérique, parce que tout ce que je raconte n'est pas entendable par les Français si dans leur quotidien, en fait, le numérique c'est un facteur d'exclusion. Et donc je pense qu'en fait, ce qu'on doit réussir, pour le résumer en une formule, c'est cette transition numérique. Tout comme on parle de la transition écologique, il faut que la France fasse sa transition numérique, et qu'elle se mette à niveau, qu'elle se modernise, qu'elle se mette à jour pour ne pas subir cette transformation, mais être un des acteurs. On sait qu'on a plein d'atouts, nos ingénieurs, nos infrastructures, nos chercheurs, et c'est là-dessus qu'il faut faire levier pour être des acteurs du monde qui vient, et je pense qu'on peut le faire, j'en suis persuadé, mais pour ça il faut moderniser un peu notre pays, tout comme on a su le faire au cours des siècles et des décennies passées. Et là il y a un effort particulier à faire, à la fois sur l'économie mais aussi sur le social. En tout cas, cette situation compliquée, ça donne des perspectives intéressantes, c'est-à-dire que ça donne envie de redoubler d'énergie pour effectivement que sa transition numérique, on la fasse de la même manière que ce qu'on a fait de transition qu'a fait par le passé dans le pays, effectivement. Ouais, moi je trouve ça extrêmement enthousiasmant. C'est qu'il y a c'est des périodes charnières dans lesquelles se jouent les destins des nations et des collectifs. Et là, on est à cette période charnière. Et il faut réussir cette transition numérique. On n'a pas le choix. Si on ne le fait pas, on sera dominé par les Américains et les Chinois, par le niveau européen. Et non seulement, mais il ne faut pas le prendre comme une contrainte, c'est une opportunité extraordinaire. Ça nécessite une vision et une action de l'État, parce que pour aller former tout le monde au numérique, pour apporter la connexion partout en France, c'est de l'aménagement du territoire. Mais il faut penser ce long terme et penser la transformation de la France. Et je trouve ça extrêmement enthousiasmant. En tout cas, je trouve que quand on est en responsabilité, avoir des chantiers comme cela, c'est pour ça qu'on fait de la politique, c'est pour ça qu'on s'engage, et c'est pour réussir ces transformations. Bien sûr, c'est dur. Bien sûr qu'au quotidien, c'est des galères. Bien sûr qu'au quotidien, c'est un combat. Mais voilà, on a peu souvent l'occasion de peser sur des grands changements comme ça, et je trouve ça assez enthousiasmant. C'est passionnant, comme tu disais. Peut-être une dernière question avant de te libérer. Tu es un défenseur du digital partout, bien sûr en région parisienne, mais partout sur le territoire, tu l'as dit à plusieurs reprises. Tu es aujourd'hui par vidéo interposée à la pointe du Finistère. Qu'est-ce que tu aurais envie de passer comme message à des gens qui t'écoutent? Je te regarde aujourd'hui, 500 personnes ou presque, qui sont pour beaucoup d'entre eux des porteurs de projets et qui veulent s'investir dans le digital et qui sont plutôt à le faire en région. Quel est le message que tu as envie de porter par rapport à eux? Mais deux messages. D'abord, je trouve ça extrêmement important que le numérique s'enracine dans les régions. Le numérique, ça peut pas être qu'un truc de mâle blanc diplômé d'HEC qui fait ça à Station F ou dans le sentier parisien. Si on veut réussir cette transition numérique, cette transformation numérique, les startups, les entreprises du numérique, les grandes entreprises qui se transforment, on doit le faire en région, dans les territoires. Et la Bretagne, d'ailleurs, à cet égard-là, est assez exemplaire, comme dans d'autres domaines, évidemment. Mais il faut réussir ce changement, parce que si on veut réussir ce changement, réussir cette transition, alors il faut former les gens au numérique, mais il faut que dans leur quotidien, les gens vivent les entreprises numériques, non pas comme des entreprises pour les autres, mais des entreprises normales. Et pour ça, il faut qu'il y ait des gens à côté de chez eux. Et c'est pour ça que quand je vois des initiatives locales ou des startups qui naissent localement, pour moi, je pense que c'est l'avenir. On doit passer d'une vision très élitiste à une vision qui n'est pas moins ambitieuse, mais qui est dans le quotidien des gens. Et la startup, ça doit devenir la normalité. Ça, c'est la première chose. Le deuxième élément, c'est que c'est pas parce que les gens font leur start-up à Rennes ou à Brest ou à Lannion qu'ils doivent être moins ambitieux qu'ailleurs.
aujourd'hui, on voit de plus en plus, on le voit dans le Next 40 ou dans le French Tech 120. Dans le French Tech 120, il y a 30% des startups qui ne sont pas à Paris et qui vont être parfois en Normandie, parfois à Vierzon, parfois à Brest ou à Rennes, parfois à Saint-Étienne, je le disais tout à l'heure, à Mâcon avec UB Transport. Et on peut faire des entreprises qui sont d'ambition mondiale en gardant cet enracinement local très fort, mais il faut avoir cette ambition-là. Il faut avoir cette ambition d'attaquer l'Europe, d'attaquer les États-Unis et de le faire depuis chez nous, parce que c'est la seule manière d'imposer, de défendre notre modèle, de défendre ce qu'on est, la Bretagne ou la France. Et comme je le dis souvent, si on veut être à la table de ceux qui comptent et pas sur la table de ceux qui comptent, ben, il faut avoir une ambition mondiale et vraiment dans le même mouvement, je pense qu'il faut porter cette dynamique du numérique du quotidien, mais on fait tout ça pour avoir des leaders mondiaux et pas pour jouer petit bras. Merci de porter ce message d'ambition effectivement qu'on doit avoir partout, tu as raison, que ce soit à Paris ou en région. C'est pas parce qu'on pense en région qu'on n'a pas le droit de le faire, surtout qu'on doit penser grand effectivement comme tous les autres. Merci pour ce message très positif. On va pas te prendre trop de ton temps, Cédric, vraiment un grand merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Je sais que ton agenda reste chargé. J'espère pouvoir venir au Vieilles Charrues l'année prochaine pour finir cette histoire, mais en physique. Exactement. Puis au nom de Sébastien, Charles et moi-même, on te remercie sincèrement d'avoir été parmi nous. On te souhaite une belle journée et on te dit à très bientôt. Au revoir. Bonne journée à tous. Ciao. Au revoir, Cédric. Donc on remercie encore une fois Cédric d'avoir été parmi nous, de s'être prêté au jeu des questions. Il y avait une question d'ailleurs que je reprends là, qui était une question autour des plans du digital qui ont été initiés ces dernières années. On dit qu'on en a eu beaucoup. Je pense quand même qu'on peut dire, d'ailleurs Cédric l'a évoqué pendant l'interview, qu'il y a quand même septembre dernier par le président Emmanuel Macron. Il y a encore là un plan qui est assez massif qui est lancé dans le digital. Donc on voit malgré tout que même si c'est toujours trop long, parce qu'on a toujours envie que ça aille plus vite, il y a quand même des mesures assez fortes et massives qui vont venir dans les années qui viennent nourrir cette dynamique digitale, cette transition numérique, comme Cédric l'a évoqué. Donc on espère bien que ça va accélérer dans les années qui viennent. Ok, bon, c'était génial. On va enchaîner avec Catherine Barba qui devrait être du côté de la Corse. On croise les doigts. Elle a réussi à se connecter il y a 30 secondes, donc on devrait être bon. C'est la grande prouesse. Bon, c'est le miracle du live. Juste pour la présentation de Catherine, effectivement, c'est une pionnière du web. Elle est entrepreneur, business angels, présidente de la French Tech New York. Et dernièrement, vous l'avez peut-être certainement vu dans Qui veut être mon associé, diffusé sur M6, où elle officiait avec comment dire Fred Mazzella qui était là. Il y avait aussi le patron de Ledger qui était là. Et là, allez, voilà. Quel synchro, bravo. Bravo, Gabriel. Extraordinaire. Non, mais je n'y croyais pas, là. Vous n'imaginez pas le périple. C'est à 30 secondes près. C'est fou. Je suis ravie. En meublé, là. Ouais. Toi, Catherine, je me demande si tu le fais exprès ou pas pour faire un peu de la mise en scène. T'es vraiment en Corse? Ouais, regarde. Je sais pas, il y a un cochon sauvage qui va passer. Non, non, tu connais Ronan. Je suis en train d'aller vers Sainte-Lucie de Talane en Corse du Sud pour aller faire l'ascension du plus haut point de Corse du Sud qui s'appelle Linkudin. Ah oui, sauf qu'il fait pas beau du tout. On verra ça. Donc, on va dormir dans une bergerie ce soir et puis partir demain matin à l'aube. Donc, c'est génial. Ça tombait bien. C'est le point d'étape. Là. Juste maintenant, je reviens juste à l'instant d'arriver. Vous allez bien? Ça va bien, les Vieilles Charrues? Ouais, c'est chouette. Ouais, ce qui est bien, c'est qu'on peut les de partout, la preuve, même de Corse. Ouais. Génial. Et alors, j'avais une question qui me brûlait les lèvres parce que je me suis connectée 2 secondes avant la fin de l'intervention de Cédric. Alors, qu'est-ce que fait Cédric? Il reste, il s'en va? Est-ce qu'il en parle? Excusez-moi, mais je me remets un peu au niveau. Maintenant que je reviens en France, il faut que je me remette. J'ai compris qu'il ne fallait pas en parler. Je peux pas dire. C'est ce que j'ai compris. Mais bon, après… Bon, parce que je me demandais s'il avait fait une déclaration ou un truc comme ça. Ah non. Pas. Tu vas du coup, Renan, sur la première question. On avait. Sur la première, ouais, sur la vas-y. Ouais. Oui, en fait, Catherine, on l'avait déjà pour enchaîner, pas prendre trop de ton temps, le temps le cochon sauvage puisse passer derrière toi. On avait une première question, parce que toi, tu reviens de New York, tu y as passé quelques années. 5 ans, et tu as fait beaucoup de choses là-bas. Et on sait que la tech française, elle a par définition été pas mal touchée par ce qui s'est passé ces derniers mois. Toi, tu as été plus qu'un témoin, tu as été un acteur de ce qui s'est passé aussi aux États-Unis. Oui, tout à fait. Dans le digital, ces événements terribles qu'on a connus? Et
Alors, le Covid, parce qu'aux États-Unis, quand tu parles de crise, en fait, c'est la conjonction de plusieurs crises. Nous, on a beaucoup parlé du Covid, mais nous, on a été très impactés par les crises sociales autour des problèmes de race, de George Floyd, etc. Ça a été aussi violent. Je sais pas comment ça a été perçu en Europe, en France, mais pour moi, c'était vraiment quasiment aussi violent que le Covid. Donc, tu as la récession, la crise sociale, la crise de confiance aussi dans la démocratie. Enfin, on a une conjonction de plusieurs crises. La première chose, moi, qui me vient en tête, c'est les géants de la tech ont été terriblement renforcés par ces crises. Mais ça, bon, on l'a vu de partout. Hein, c'était très tech-friendly, en fait, ce qui s'est passé. Quand tu regardes la capitalisation boursière des GAFA, de Netflix, de Microsoft, c'est hallucinant, quoi, hein, comme ça a cru. Évidemment, le monde n'a pu se connecter que par le digital. Donc, ça a été un accélérateur considérable, un prodigieux accélérateur tendanciel vers le numérique. Tu sais, ce numérique qu'on promeut depuis des années, ben là, il est arrivé massivement. Donc, pour les géants de la tech, ça a été incroyable. Je crois que Amazon a fait 175 000 recrutements nouveaux. Tu vois, aux États-Unis. Enfin, c'est colossal. Donc, premier impact, les géants en sont sortis grandis, renforcés, dominants. Le deuxième, c'est d'autres acteurs ont été… Donc, je regarde le secteur que je connais bien, hein, c'est le retail et l'e-commerce. Ça aussi, très, très grand gagnant. Les acteurs de l'e-commerce ont été hyper favorisés. Shopify, je crois qu'ils sont 1 million de clients. Ça fait rêver, mais la capi boursière de Shopify, c'est 85 milliards de dollars. Tu vois, c'est quand même des chiffres qui sont considérables hein, par rapport à ce qu'on peut voir en Europe. Donc, tous les acteurs, donc ces plateformes-là, évidemment, hyper renforcées. Et sinon, qu'est-ce que tu as? Tu as tous les acteurs autour de… donc, toutes les startups B2B autour de l'omnicanal. Le commerce unifié, comment arriver à mettre ensemble le online et le offline, tous les acteurs, en fait, à chaque étape de la chaîne de valeur, sur tout ce qui est, je sais pas, la logistique, l'analyse prédictive, la pub en ligne. Donc, tous ces acteurs-là ont évidemment non seulement moins mal vécu la crise, mais ont été aussi renforcés. Il y a des acteurs qui sont sortis du lot, c'est un peu peut-être le futur de l'e-commerce, la nouvelle génération de l'e-commerce. C'est tout ce qui est live streaming commerce. Je ne sais pas si en France, en Europe, c'est encore… c'est déjà présent, mais tu sais, c'est comme une espèce de téléachat. C'est de l'e-commerce en temps réel sur les réseaux sociaux. Un vendeur, que ce soit le vendeur d'une marque ou un entrepreneur ou un influenceur, donne rendez-vous à sa communauté à une certaine heure et en live fait la retape pour un produit et tu peux swiper et l'acheter directement, voir les autres personnes qui sont connectées, interagir avec elles. Donc, ça s'appelle du shoptainment. C'est très, très, très populaire en Chine depuis quelques années et c'est en train d'arriver aux États-Unis. Et tu as une start-up notamment qui s'appelle PopShop Live qui, pendant la crise et qui est là-dessus, a levé 4 millions de dollars. Donc, en gros, les géants de la tech ont été renforcés, les acteurs digitaux numériques autour de l'e-commerce, de l'omnicanal, du commerce unifié ont été renforcés. Et les levées de fonds, eh ben, il y a eu de très belles levées, notamment sur tout ce qui est lié à l'e-commerce. Donc, ce que je te disais, la PopShop qui est sur tout ce qui est le live stream commerce, mais aussi tout ce qui était autour, et comme en France, hein, exactement, autour de la santé, l'éducation, tous les sujets qui étaient présents, tout ce qui était remote en fait. Donc c'est une période qui renforce la tech. Après, quand tu regardes les startups, les très jeunes, c'est sûr, c'est comme en France. Si tu avais très peu de cash, tu commençais à peine à sortir, il fallait que tu ailles chercher tes premiers clients. Comme tout s'est piloté au cash pendant la période, et encore un peu aujourd'hui, et ben voilà, c'était difficile, quoi. Autant qu'en France, j'imagine. Il y a eu beaucoup de… Je vais pas regarder. Je sais que Station F a sorti une étude sur comment les startups ont… Vous l'avez lu, non? Moi, j'ai vu, mais il y a ce phénomène que tu évoques, c'est la course au cash, au PGE en France, faire en sorte de décrocher pour demain matin. Donc, effectivement, tu as raison, les boîtes qui n'avaient pas ou fait de levée de fonds ou étaient trop petites au moment où elles se lançaient, c'était plus compliqué pour les géants qui, elles, sont pléthore de cash à investir
Bien sûr. Mais tu vois, par exemple, si tu es une boîte de SaaS aujourd'hui, c'était facile là pendant la période de levée. La Silicon Valley a été super active, hein, même les investisseurs de New York, les VC, les fonds de private equity qui n'ont pas laissé tomber leur participation, qui en ont même soutenu d'autres. Euraseo a été particulièrement actif, je trouve, Virginie Morgon. Donc, c'est totalement paradoxal parce que d'un côté, tu vis dans une société où c'est désastreux, enfin, plus de 45 millions de chômeurs. Moi, dans mon quartier de Manhattan, quand je suis arrivée il y a 5 ans, il y avait un flic à chaque coin de rue. Quand je suis partie, il y avait un SDF à chaque coin de rue. Enfin, c'est dingue, tu vois, parce qu'il n'y a pas de filet social aux États-Unis. Tu perds ton job, tu dors dans ta voiture. Enfin, ça, je l'ai vu, si tu veux, cette dégradation a été radicale et très visible. Donc, d'un côté, tu as cette réalité-là de gens qui sont soit au chômage, qui ont perdu leur job et qui sont en situation très, très précaire. Et de l'autre, la flambée de valo de la tech, Jeff Bezos, son enchérissement qui est hallucinant. Enfin, tu vois, on est vraiment dans un monde à 2 vitesses, quoi. Et justement, Catherine, tu parlais brièvement de la France. Tu reviens en France? Oui, je reviens en France parce que tu vois, dans des temps aussi mouvementés et incertains, l'air de rien, c'est mieux d'être près de ses bases, tu vois. Et puis aussi, tout de façon très simple, de tes parents, quoi. Quand on a des parents vieillissants et tu sais pas, parce que moi, je suis sous visa et si tu as la green card ou tu es de nationalité américaine, tu peux faire des allers-retours. En revanche, sous visa, tu pars, tu peux plus rentrer. Et moi, ça faisait peser trop d'incertitudes. Et puis, plus positivement, moi, il y a plein de trucs que j'ai envie de reconstruire en France. Il y a énormément de choses à reconstruire. Un tout petit peu, tu dis que tu as envie de reconstruire des choses en France. On t'a vu sur M6 aussi, et les entrepreneurs. C'était une émission qui a super bien marché. Tu peux parler? Bien. Écoute, moi, j'en garde un super souvenir. Ça a été l'occasion de montrer le dynamisme des Français dans tous les domaines, de tous les âges, de toutes les régions. Waouh, quelle inventivité, tu vois. Et c'était vraiment, vraiment chouette. Lesquels? Qui dit lesquels? je regarde les questions en même temps, mais et en fait, donc ça c'était génial. Les sociétés qui étaient présentées, forcément la tech c'est pas très télévisuel, donc c'était quand même assez loin moi de ma thèse d'investissement qui sont, tu vois, tout ce qui est autour du retail tech essentiellement. Donc, ce que je me dis moi à titre personnel, c'est que du coup, moi, j'ai pas les poches infiniment profondes. Donc, l'argent que j'ai mis là-dessus, c'est de l'argent que j'ai peut-être pas mis sur d'autres boîtes qui correspondaient davantage, tu vois, à ce que j'ai envie de faire. Parce que c'est pas des boîtes qui sont dans des logiques de revente ou d'entrée en bourse. Hein. Tu as bien vu, c'est des boîtes géniales et que les gens ils mettent tout leur cœur là-dedans et ça, c'est juste pour, c'est comme une sorte de revenu pour vivre aussi de leur passion. Donc, ouais. Voilà, construire. Merci Ariane. Construire beaucoup de choses en France, lesquelles le retail. Ouais, je pense qu'il y a quelque chose à construire autour du retail, à reconstruire. Je sais pas à quoi ressemblent aujourd'hui les rues de nos villes, mais alors à New York, c'est complètement déprimé. Hein. Tu descends Madison Avenue, tu descends la 5e avenue. D'abord, tout était fermé. Parfois, tu vois, par des planches en bois. Et je me suis dit, OK, quelles sont celles qui vont réouvrir derrière? Quel va être le nouveau modèle économique du retail? Parce qu'avec la transition, quand on a pris l'habitude d'acheter en ligne, on l'a vu, hein, tout le monde va pas rester autant en ligne. Hein. En Angleterre, c'est 30% aujourd'hui du retail qui est fait en ligne. Alors, ça va peut-être redescendre à 20%, mais forcément, des commerçants ne vont pas pouvoir réouvrir. Et donc, je me dis, qu'est-ce qu'on va faire à quoi on va employer tous ces espaces vides déjà? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour les commerçants de proximité? Enfin, donc voilà, là, effectivement, quand je te dis il y a plein de choses à reconstruire, il y a ça. Et puis, mais pour savoir quoi reconstruire, il faut d'abord aller prendre la température. Donc moi, j'ai hyper envie d'arriver, de vous rencontrer les uns les autres, de vous écouter. Et justement, pour voir où sont les besoins. Ma connexion rencontre un problème. Voilà. Non, mais c'est bien. Il y a une belle énergie, non, je crois, en France. Qu'est-ce que vous diriez, vous? Non, mais moi juste, ça se passe en chair. Toi, tu as écrit le magasin n'est pas mort. Ouais. Quand tu as un de tes bouquins, il y a un vrai sujet dans le moment. Et c'est vrai que ce qu'on a, c'est que cette digitalisation à l'extrême qu'on a connue, parce qu'effectivement, le digital a plutôt bien résisté, en tout cas dans le retail, pendant le confinement, par définition. La vraie question qui peut se poser dans pas mal d'industries, moi qui observe beaucoup l'industrie bancaire notamment, c'est comment demain, effectivement, la partie distribution
trouve sa place à côté du digital qui a été presque sauveur parfois de certaines industries dans le retail. Ah, mais bien sûr, enfin, moi je pense que par nécessité, il va y avoir une réduction drastique. Quand tu es une enseigne avec beaucoup de magasins, il va falloir en fermer beaucoup, garder des petits formats très spécifiques. Il va y avoir une transformation. Parce que la transformation que j'observe sur le retail, c'est intéressant et tu la vois sûrement aussi, Ronan, c'est que avant c'était le magasin est premier, en tout cas le lieu physique est premier et Internet est en support. Là, on renverse la pyramide, quoi. C'est que aujourd'hui, c'est Internet qui est premier et le magasin devient un support de la vente en ligne. Et il le supporte comment? En étant un fulfillment center, un lieu pour gérer les stocks et les expéditions. Tu vois, donc ça devient vraiment un espace au service du digital. Ça va devenir des médias pour ceux qui restent, tu vois, pour faire une présentation des produits. Mais aujourd'hui, c'est vrai que le magasin n'est pas mort. Je n'écrirai pas ça aujourd'hui, hein, c'est certain. Il y a une bascule évidente et d'autant qu'avec l'intelligence artificielle qui est très très présente hein, dans le commerce et dans les investissements du commerce, on peut avoir des choses hyper innovantes, tu sais, comme les petites voitures sans chauffeur qui arrivent jusqu'à toi, que tu pilotes avec ton mobile, et tu descends, tu sors de chez toi, c'est contactless, tu rentres dans le truc, ça tout se fait automatiquement, reconnaissance faciale, tu sors, t'es crédité par RFID, enfin il y a énormément de choses qui vont faire que ça va être très facile d'être opéré sans humain du commerce. Maintenant, il faut une expérience toujours et l'expérience, elle va se passer chez toi. En fait, le magasin, ça devient ton salon. Tu vois, aux États-Unis, je ne sais pas si tu as vu et en Chine aussi, hein, pendant le Covid, tu as Nike qui a proposé 185 exercices de sport gratuits à faire chez soi avec des instructeurs top niveau. Donc, tu avais l'impression que Nike était dans ton salon. Tu as toutes les marques qui ont proposé des conseils personnalisés à la maison. Tu te connectais avec le vendeur d'en bas de chez toi et il te parlait, il te présentait les fringues ou bien je ne sais pas ce que tu vas acheter. Donc, la fameuse expérience dont on nous rebattait les oreilles sur l'expérience in-store, qu'est-ce que c'est? En fait, elle se passe chez toi désormais. Donc, ça a tellement changé. Hein, c'est fou. Alors, attends, non pas quelle horreur, adieu les centres-villes, adieu les petites et moyennes villes. Non, et justement, Yves, moi, je suis comme vous, je n'ai pas du tout envie que ça disparaisse. Attends, après, il y a Claire. C'est génial, tu sais énormément plein de choses. Toutes ces personnes-là, comment elles peuvent te solliciter? Tu es sursollicité aujourd'hui. C'est quoi le meilleur canal pour essayer de discuter avec toi? C'est Twitter? On envoie un petit message sur LinkedIn ou sur Twitter, mais sinon on peut se reprogrammer un truc à la rentrée, non? Je ne sais pas, en septembre. Bah si, c'est une bonne idée. On va noter. Parce que c'est vrai qu'on est sur des formats courts. Attends, je regarde Claire, ça me perplexe votre témoignage. Ce qui s'est passé aux US, l'exposition, pas très monde d'après. Je comprends pas. Bon, c'est pas grave, on en reparlera, Claire. Mais en tout cas, c'est ce que j'observe et c'est ce qu'on a pu observer aux États-Unis. Après, c'est vrai que quand je disais, moi, je veux reconstruire des choses, c'est que j'ai pas envie de dire au revoir au commerce de proximité, à l'humain, au magasin centre de vie. N'empêche qu'aujourd'hui, dans l'incertitude qui est la nôtre, on ne sait pas si on va être déconfiné, reconfiné, est-ce que ça va reprendre ou pas. Enfin, c'est clair qu'il faut se dire que pour un certain temps, les points de vente physiques, le foot trafic va descendre et donc la conversion en vente aussi. Donc, il va y avoir très, très peu de modèles économiques pour les commerçants physiques. Mais les centres-villes on va devoir les réinventer pour en refaire d'autres lieux de vie avec de la sécurité, enfin, de se sentir en sécurité sanitaire en tout cas. Donc, je suis bien d'accord, Yves, c'est le moment de changer de modèle et c'est pour ça qu'on est là. Hein. Et je salue au passage Jean-Christophe Planck qui avait une très bonne question, ainsi que Kwame Yamian, Kwame qui avait une bonne question par rapport à… Ouais, je viens de le voir. Salut Kwame. Donc, Catherine, un grand merci d'avoir pris un tout petit peu de temps avec nous. Avec plaisir, ça me fait tellement plaisir de vous revoir. C'est sympa. Merci Catherine. Je suis contente de rentrer. Hein. Quel temps tu peux pousser jusqu'au plateau de Louvio? C'est pas très loin. De l'autre côté, il y a des cochons sauvages aussi. Ça peut être sympa. Ah, mais j'adore. Il n'y a rien de tel ici de se ressourcer à la nature pour avoir l'esprit clair et plein d'entrain pour la suite. Quoi. Bon, merci beaucoup. Merci. Je vous souhaite à tous et je suis hyper contente de vous retrouver. Et belle randonnée. Ouais. Salut. Ouais, merci beaucoup, c'est trop gentil. À bientôt. Merci pour l'invitation. Amusez-vous bien. Salut à tous. On enchaîne
coup, avec Franck, il me semble qu'il voulait prendre la parole. Franck, qui est notre CEO de CrêpeUp, pour resituer. Franck est avec nous depuis quasi le début du festival. On suit l'aventure de cette start-up bretonne. C'est à chaque fois notre grand témoin durant le festival. Alors, Franck, à toi la parole. Merci Sébastien. Alors pour ceux qui connaissent pas CrêpeUp, alors du coup on a évolué là, mais le pitch c'était une appli qui permettait de mettre en relation des personnes qui souhaitent manger des crêpes avec des personnes qui ont de la pâte en trop à la maison, un peu le Uber de la crêpe, le Fanche, un peu le Fanche de la crêpe. Bon, alors évidemment, nos plans ont été bouleversés par le confinement. On a eu un problème, c'est que les clients étaient à des centaines de kilomètres. Donc ça, c'était vraiment pas pratique. Et puis, comme l'a dit Monsieur le Président, c'était la guerre. On avait les œufs et le jambon qui étaient bloqués aux douanes ou réquisitionnés par les autorités. Donc, on s'est demandé comment on peut transformer notre activité en sommeil quelque chose d'utile, de saisir les opportunités. Donc, on a participé évidemment à plein de webinaires en mois d'avril, au mois de mai. Bon, un peu comme tout le monde, on s'est fait chier. Entre le son, l'image de mauvaise qualité, les gens qui posaient derrière leur étagère de livres, derrière dans leur salon pour nous faire croire qu'ils lisaient des livres et qui étaient aussi vivants et dynamiques que des poulpes endormis. Donc, ce qu'on a fait des visios entre nous. On s'est dit, allez, on enfourche le tigre. Donc, on a essayé plusieurs outils. On a commencé par Zoom. Il y a des mecs en slip qui sont passés crier des insanités au départ. On a changé, on est passé sur Jitsi, mais bon, on était déconnecté toutes les 3 minutes et puis on était tout pixelisé. Teams, on n'a pas réussi à se connecter. Du coup, on a fait des réunions par téléphone. En plus, notre happiness manager, il était en déprime. Ce serait bien mis tous en chômage partiel, mais bon. Comme en ce moment, on ne gagne pas assez au niveau de… on ne se fait pas de salaire, quoi. Donc, on ne pouvait pas. On s'est dit, OK, faut qu'on pivote. Les gars, faut qu'on pivote. Donc, on s'est réunis avec tous les cofondateurs, avec mon frère. On est reparti from scratch. From scratch, ça veut dire qu'on enlève les lacets qui nous brident et on fonce. On s'est dit, OK, faut penser out of the box, faut être disruptif. Il y a des opportunités à saisir. On va se diversifier, on va se lancer sur de l'aide, des petits travaux à domicile. On avait dessiné tout le business plan et là, Charles Kabilik nous appelle, il fait les gars, j'ai déjà Allo Voisin, soit vous fermez ça immédiatement, soit je viens chez vous, puis je vous pète la gueule. On a arrêté, on a changé, on a pivoté, on a contacté des business angels, enfin des farmer angels plutôt, et là, on a fait une levée de fonds. 600 KE, enfin 600 œufs en boîte de 6, élevés en plein air. Parce qu'il y en a, ils font la course au cash. Nous, on a fait la course aux œufs, quoi. C'était Pâques, en plus, ça tombait bien. Fin du déconfinement. Du coup, on n'était pas prêts. On s'est dit, il faut qu'on remette tout sur la table, on remet tout à plat. On s'appuie sur le big data, sur la blockchain. On adopte un développement responsable et on a décidé, avec CrêpeUp, maintenant, on donne des conseils de cuisine en visio. Donc, les gens sont chez eux, achètent eux-mêmes leurs produits, font eux-mêmes leurs crêpes. Voilà, on fait confiance à leur intelligence, artificielle ou pas. Pour la scalability, on est au top, ça c'est bon. L'attraction, pas mal. Par contre, sur le ROI, on est au point mort quand on gagne que dalle. Mais bon, on lâche pas l'affaire, on y va, on fonce. On est acteur de notre transformation. On se réinvente, on se réenchante. On met la viande dans le torchon. Et là, on lance à la rentrée Kika Farce Up. Ils vont être réalisables depuis chez soi avec une imprimante 3D. Donc, on y croit. Et puis, comme dit Céline Dion, je t'aime encore. Voilà. Bravo. Merci Franck, et on te retrouve tout à l'heure. Suis bien tous les confs. Charles, on enchaîne. Ouais. Après avoir vu le national avec Cédric, l'international avec Catherine, on va passer à l'aspect aussi régional, parce qu'on a beaucoup depuis quelques mois dans la région. Et donc, je vais accueillir Loïg, qui est président du conseil régional, et puis Hélène, qui a pris la direction générale d'Arkea. Alors, Alex, est-ce que tu as
les choses. Alors le sujet là, ça va être de se dire quelles sont les leçons qu'on peut tirer de ce passage du Covid, les opportunités forcément. Bonjour Loïc. Bonjour. Et voir quelles conséquences durables pour la région et quelles opportunités on pourrait avoir demain. Peut-être Loïc pour commencer, ça donne quoi la période du Covid au niveau de la région et c'est quoi pour toi maintenant l'enjeu principal là, des prochains mois au niveau de la région? Bonjour Hélène. L'enjeu principal, c'est bien entendu de rester connecté à tous les acteurs qui font la Bretagne pour sauver le maximum d'emplois partout où c'est possible. Parce que là, il y a du boulot, que ce soit pour les entrepreneurs bretons qui ont besoin d'un coup de main avec les aides de l'État ou les aides de la région ou de l'entraide entre nous, ou alors des grands groupes internationaux qui profitent de l'occasion pour réorganiser leur structure. Je pense à Nokia ou Technicolor en ce moment. C'est des débats un peu compliqués avec des départs vers l'Inde ou le Canada qui génèrent quelques tensions en Bretagne. Et puis, le fil rouge qui est déjà commencé heureusement depuis quelques temps et qui doit s'accélérer, c'est le déploiement de la fibre pour que le 1,2 million adresses que nous avons en Bretagne de citoyens et d'entreprises soient connectés à la fibre. C'est un chantier d'1,6 milliard, on est dessus et la période nous donne envie d'accélérer encore puisqu'on a vu combien il était indispensable d'avoir la fibre partout en Bretagne et pas que dans les grandes villes. Et c'est un chantier qui était lancé depuis longtemps, hein. Je crois en Bretagne, c'est un chantier, c'est un moment compliqué pour moi parce que ça fait 10 ans qu'on est dessus et on n'a pas déployé encore énormément de prises. Là, on est passé dans un process industriel, on devrait en libérer 150 000 par an. Ça devrait aller beaucoup mieux, on devrait avoir fini en 2026. Ça paraît une éternité pour vous, mais pour nous, c'est 2026 pour faire 1 100 000 prises qu'il nous reste à faire. C'est un sprint de 6 ans. Et Hélène, de ton côté, alors, du coup, toi, tu es arrivé à un moment donné, alors terrible, parce que tu as pris la direction générale. Juste après, il y a eu le Covid. Comment ça s'est passé sur les banques? Ça a été une transition digitale 100% au niveau de la banque et des prêts PGE par milliers. Oui, c'est ça. Alors, effectivement, la banque, la première chose, ça a été d'adapter l'entreprise. Hein. On a pris très vite la décision de fermer au public l'ensemble de nos points de vente et de mettre l'ensemble des collaborateurs à distance. Donc, les équipes étaient effectivement, pour ce qui est des réseaux, dans les structures et travaillaient à distance. Et par ailleurs, on a mis pour quasiment l'ensemble de l'entreprise donc en télétravail et avec évidemment l'obligation qui nous était faite de servir nos clients donc à distance et avec ce rôle de courroie de transmission et de distribution des mécanismes notamment de PGE et puis par ailleurs de report des échéances. Donc avec à la fois un enjeu de sécurité dans l'ensemble de nos salariés, donc avec la technologie évidemment, le fait d'avoir été assez en avance sur finalement ce travail à distance et les outils collaboratifs, puisque le travail à distance suppose évidemment de garder ce lien, de savoir créer finalement, maintenir un esprit d'équipe tout en étant chacun chez soi. Donc ça, c'était évidemment essentiel. Et par ailleurs, servir nos clients en proximité, en relation de confiance et avec une grande agilité, puisque je crois que ce qui a été vraiment relevé, c'est le fait de pouvoir très vite pour assurer finalement la transition auprès de nos clients et pouvoir très vite finalement absorber le choc extrêmement violent. Donc effectivement, en une quinzaine de jours, on a passé à peu près tous nos collaborateurs en travail à distance et je crois que cette crise, clairement, elle a révélé un certain nombre de tendances qui étaient en cours et surtout, elle nous a permis d'accélérer, elle nous a montré que des choses qui nous paraissaient parfois un peu impossibles ou compliquées, mais finalement, elles étaient possibles. Et évidemment, le monde d'après, dans le monde de demain, on va travailler sur ces thématiques-là, comment cette réorganisation à la fois du travail et de la relation avec nos clients a un impact sur nos métiers. Et puis également, je crois que ce qui est important, c'est que ça crée un nouveau lien entre, d'un côté, le manager, les collaborateurs, avec du management plus autour du sens que du contrôle, une vraie autonomie, une vraie responsabilisation et un contact beaucoup plus direct rendu possible par le numérique aussi entre les dirigeants et les salariés, avec plein de possibilités finalement qu'on n'avait pas explorées avant, avec encore une fois des relations entre un dirigeant et parfois on est allé même jusqu'à parler à nos 10 000 collaborateurs, en une fois des choses qui nous auraient paru assez infaisables avant cette crise. Donc, tu as aussi fait une assemblée générale à distance. Alors, on a fait effectivement les assemblées générales, alors certaines à distance, d'autres à huis clos, beaucoup de conseils d'administration à distance. Alors, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de sujets qui se font très bien à distance, d'autres où finalement le physique a clairement aussi son intérêt.
Donc c'est cet équilibre qui est clairement à trouver, mais on voit que le volet télétravail, on y était timidement, j'ai envie de dire, et on voit que c'est ce qu'on va accélérer et que du coup ça redonne aussi beaucoup de possibilités à nos territoires. Cette crise aussi, je crois qu'on a la chance d'avoir beaucoup de collaborateurs qui sont en région et finalement la vie en confinement en région est quand même beaucoup plus sympathique. Je pense que voilà, notamment dans les grandes villes et probablement à Paris, et je crois que ça va nous permettre de vraiment valoriser cet équilibre de vie qui est rendu possible dans ces régions. Et je pense que demain, ça va être encore plus facile finalement de mettre en avant cet équilibre de vie et ce bien-être dans la vie et au travail auquel on est si attaché. Et du coup, peut-être donner une place un peu plus grande aux régions. Alors, je sais que Loïc, tu es très attaché à ça. Il y a quand même un État très jacobin. Quand on a vu durant la crise que pour ouvrir une crèche, il fallait l'autorisation de l'État. Quelque part, on se dit que là maintenant, on commence à parler de relocalisation, de décentralisation, etc. Je pense qu'il y a des opportunités à la fois pour les entreprises du territoire pour avoir leur centre de décision en région et les ancrer là, et puis sûrement pour un nouveau mode de fonctionnement entre les régions et l'État. Il faut effectivement une bonne articulation de tout le monde. Je ne peux pas dire qu'il y a une gentille collectivité et un méchant État. Il doit y avoir un travail en commun avec une vision partagée sur certains sujets, avec l'Union européenne, avec les États membres et les régions pour pouvoir agir au plus près du terrain et au plus près de nos entreprises. D'ailleurs, les entreprises elles-mêmes sont de plus en plus décentralisées pour capter les situations sur le terrain, pour s'adapter à leurs clients. Nous avons besoin, nous aussi, de nous adapter au niveau de la sphère publique. Et je pense que l'échelon régional est un bon échelon pour le faire. Et nous avons prouvé pendant la crise que nous avions des capacités d'action assez fortes, coordonnées entre régions d'ailleurs quand c'est nécessaire et adaptées à chaque territoire. C'est à mon sens l'avenir avec un deuxième pilier qui est le fait de faire tomber les barrières entre le monde public et le monde privé. Il y a les entreprises, il y a le monde associatif qui est très vivant en Bretagne et d'ailleurs le Westweb le montre avec son interaction avec les vieilles charrues, et puis le monde politique au sens noble du terme. Et si chacun assume ses responsabilités, se passe la balle et agit correctement pour le territoire, puisque pour ce qui nous concerne, c'est l'avenir de la Bretagne qui nous concerne, eh ben, on peut gagner des points de vie dans ce monde un peu compliqué et un peu tendu et un peu en déprime, il faut le dire aussi au passage. Donc on a besoin aussi de se serrer les coudes tous ensemble et je crois qu'en Bretagne, ça marche plutôt bien. Et comment vous voyez tous les deux l'évolution post-PGE? Parce que là, finalement, les banques ont joué le jeu de manière remarquable. Arkea, mais l'ensemble des banques territoriales ont distribué, ont été le bras armé de l'État finalement pour distribuer des prêts. Parce qu'on a l'impression que l'argent coule à flot, mais des prêts qui sont garantis par l'État, mais c'est des prêts qu'il va devoir rembourser. Comment derrière on gère la phase suivante? Parce que là, dans 12 mois, on va avoir des restaurateurs qui vont arriver à devoir rembourser, des hôteliers. Et c'est quoi les opportunités finalement qu'on pourrait en tirer pour la région? Quelle action on pourrait mettre en œuvre derrière? C'est quoi le plan d'après pour vous deux? Loïc Pour nous, le plan d'après, c'est clairement de travailler sur la souveraineté au sens global, c'est de raccourcir les distances. C'est-à-dire qu'après la course à l'argent, après le money is king, il y a le short is king. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que nous soyons capables de travailler en interaction et que nos entreprises trouvent du sourcing en Bretagne, soient renforcées en Bretagne et travaillent sur des économies circulaires, quel que soit leur domaine d'activité. Alors, on a une chance, c'est d'avoir un cœur business qui est appuyé sur l'agriculture, la pêche, l'agroalimentaire. Et je pense qu'on continuera de se nourrir demain. Donc, si on arrive à assumer les transitions qui sont attendues dans ce secteur, on devrait réussir à continuer à drainer quelques emplois, quelques dizaines, centaines de milliers d'emplois dans ce domaine en Bretagne. Mais il y a tout le reste de l'économie productive et l'économie de services qui doit rester ancrée en Bretagne. Donc, moi, mon job, c'est de créer la qualité de vie, de créer les conditions pour que les entreprises aient plaisir à s'implanter et donc que les entrepreneurs aient plaisir à s'implanter en Bretagne et pouvoir faire du business en Bretagne en ayant une qualité de vie extraordinaire. Et puis après, encore une fois, de faire en sorte que cet écosystème se porte et continue d'attirer et de drainer du monde. On est au bout du monde, on doit être réactif, agile et faire envie. Et c'est une des clés du succès de la Bretagne.
Hélène, du coup, les banques pourront reprêter à nouveau Oui, derrière, alors, parce qu'on a entendu aussi beaucoup de gens qui disaient les banques ont mis du PGE, donc les encours sont trop forts et donc on ne pourra plus prêter, les entreprises seront asphyxiées, entre guillemets. Là-dessus, c'est quoi le message des banques aujourd'hui là-dessus? alors le message, c'est qu'alors évidemment, on a beaucoup distribué de PGE et il fallait le faire, c'était important de le faire de manière très réactive. Après, les capacités de prêt des banques restent présentes, bien évidemment. Là, la reprise côté des banques a été assez impressionnante dès le mois de mai, hein, et donc on a continué effectivement à prêter. Après, on va avoir un sujet avec un certain nombre d'entreprises probablement de consolidation au niveau des fonds propres. Et notamment des attentes, des demandes qui pourront intervenir au niveau de tout ce qui est capital investissement notamment, et avec un enjeu pour nous justement de faire en sorte, alors au-delà de la relocalisation, permettre aussi aux entreprises de garder déjà leur centre des décisions en région, pouvoir continuer à exercer en local. Et donc là, on va effectivement avoir un rôle très important à jouer en proximité et pour être certain de maintenir ces entreprises avec la vitalité qu'elles ont. Et évidemment, je crois que c'est un sujet qui est important sur la vitalité du territoire. C'est un ensemble de choses. Et pour attirer des collaborateurs, on voit bien qu'il faut qu'il y ait un tissu, on parlait tout à l'heure de tissu associatif, le volet culturel, il faut qu'il y ait un certain nombre d'entreprises. Et derrière, on est dans un cercle vertueux. Et c'est bien. Ah, je crois que Hélène, tu as une petite coupure. On va attendre que le réseau. Là, c'est pas lié à la fibre bretonne, hein, parce que c'est le siège d'Arkea. Et du coup, Loïc, de ton côté, l'attraction de la Bretagne, parce que moi, quand on a échangé ensemble en préparant, on imaginait relocaliser des entreprises, mais on imaginait aussi attirer des talents en télétravail, parce qu'on a vu qu'il était possible finalement de travailler à distance. Auquel on est particulièrement attaché. Hélène, du coup, tu veux peut-être poursuivre. On a été coupé quand tu commençais à répondre. Je vais continuer, du coup, reprendre. Oui. Ouais, on t'entend. C'est revenu. Du coup, vous m'entendez là, parce que je ne vous vois plus? Oui, d'accord. Donc, je disais, oui, de l'intérêt d'avoir une banque, donc les centres de décision sont en région, c'est aussi que, effectivement, on ne prend pas les mêmes décisions en étant dans les régions, en étant à Paris. Et la banque, c'est le reflet de son environnement, évidemment. Et donc, d'avoir un environnement de qualité, notamment, je pense aux entreprises, autour de la banque et dans les régions, c'est évidemment essentiel. Et le prisme, encore une fois, de la prise de décision est très différente. Et par ailleurs, évidemment, c'est un moyen aussi d'accélérer les prises de décision, d'accélérer l'agilité et la proximité. Avec ce qu'on voit avec Hop, notamment, ou d'autres centres de décision, on se dit que finalement, on est bien content d'avoir un centre de décision bancaire en région et qu'il faut se battre pour le garder. C'est ça, voilà, on va se battre pour le garder. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de relocalisation. Et nous, on dit maintenant déjà, les entreprises dont les centres de décision en région, essayons de les maintenir. Et c'est aussi un moyen, et c'est ce qu'Arkea propose, hein, de proposer un modèle différent. On parle beaucoup du monde d'après, de revoir le modèle existant. Justement, ce que qu'on propose, je pense, et ce que l'on peut proposer en région, c'est une qualité de vie, un équilibre de vie, je pense, global qui globalement est attendu de la part à la fois des salariés, mais aussi des entrepreneurs ou globalement des clients. Je pense qu'on a vraiment plein d'atouts. Et du coup, Loïc, je reprends ma question. Du coup, on dit qu'il faut sceller des entreprises en région avec des centres de décision. Quand on a échangé, on disait aussi qu'il faut sans doute travailler sur l'attraction de talents qui travaillent finalement en télétravail et leur donner toutes les capacités à travailler à distance dans nos régions, puisque finalement, il y avait 1 million de Parisiens qui se sont délocalisés en province durant le confinement. Ça, c'est un axe aussi pour toi? Oui, avant le Covid, on faisait des campagnes de pub sur le thème « Vous venez en week-end en Bretagne, pourquoi pas y rester un peu plus et y faire une partie de votre vie professionnelle ?» Le drame pour nous, c'est quand des cadres ou des fonctions de décision dans les entreprises décident de venir faire leur dernière séquence de vie professionnelle chez nous. C'est chouette, mais en même temps, c'est triste. Ça veut dire qu'avant 40 ans ou avant 50 ans, on se dit que ce n'est pas encore le moment d'aller en Bretagne, comme si c'était un atterrissage et une fin programmée du développement de la carrière. Et donc, il faut réinventer le modèle. Le Covid va nous y aider. Ce genre de crise permet de réinventer les systèmes. Et donc, si on a la fibre partout, si on a des écoles de qualité, si on a une qualité de vie qui fait envie
et des talents disponibles ici, on peut attirer effectivement des hommes, des femmes qui sont bretons ou pas, mais qui ont envie d'y venir, de venir s'y poser pour le week-end ou le soir profiter de la vie bretonne et y bosser autant qu'à Paris ou ailleurs dans le monde. C'est ça qu'on doit inventer sur notre territoire, être maître de notre destin, être capable de garder des grands groupes comme effectivement Arkea sur notre territoire, et puis se dire qu'on peut, depuis la Bretagne, aller embrasser le monde. Ce n'est surtout pas un discours de renfermement sur soi. On doit travailler l'autonomie, travailler la souveraineté au service de notre ouverture sur le monde. C'est indispensable de le redire à chaque fois parce qu'on est la Bretagne. Alors, il y a une question sur l'indépendance d'Arkea qui dit c'est essentiel pour notre souveraineté. On en est où de l'indépendance d'Arkea? Je me permets de te la poser, Hélène. Alors, Oui, bien sûr, oui. Alors, effectivement, on a de temps en temps cette question en ce moment. Alors, on est toujours évidemment aussi motivé sur ce sujet d'indépendance parce qu'on est absolument convaincu et la crise ne fait que le confirmer que c'est essentiel de pouvoir garder ses centres de décision en région, garder ses emplois en région. Et la seule solution, c'est cette indépendance. Alors, où on en est avant le Covid, donc on avait des échanges très resserrés avec la BCE sur justement la manière de sortir de cette organisation Crédit Mutuel. Donc, ces échanges ont été stoppés évidemment avec la crise. On en a eu d'autres avec les superviseurs sur nos équilibres financiers, les mesures que l'on prenait et globalement la crise. Donc, c'est toujours le cas en ce moment puisqu'on a des échanges très réguliers avec les superviseurs. Et on attend, j'allais dire, avec beaucoup d'impatience de pouvoir reprendre les discussions sur le projet global de sortie du Crédit Mutuel pour ensuite, ce sera une première étape, la validation par la BCE, ensuite pouvoir retourner vers nos administrateurs, nos caisses locales pour aller engager en fait cette désaffiliation qui a un certain nombre d'étapes qui nous obligent, donc qui prennent un certain timing mais qui sont bien balisées et bien connues. En tout cas, la première étape sera effectivement de reprendre ces discussions avec la BCE. Ce qu'il faut retenir, je crois, c'est que Arkea s'est très bien comporté pendant la crise. Donc, on a vu tout à l'heure, on a, je crois, démontré notre capacité, notre grande agilité. C'est une première chose en mettant nos collaborateurs à distance et en tenant et en jouant notre rôle de banquier de proximité comme on a pu le faire. On a aussi démontré notre solidité financière et c'est évidemment un point essentiel. Démontrer que finalement ce modèle qui est à la fois qui se développe mais qui se développe de manière on a perdu la connexion. Mince. J'en profite pour citer une question de Kwame, une intervention de Kwame que tu connais aussi, Loïc. Kwame, il dit pour info, ici en Californie, la distribution des prêts est catastrophique. Il n'y a pas de courroie de transmission de la qualité du CMB ou d'une région Bretagne, et les petits entrepreneurs californiens ferment à tour de bras. Et c'est vrai que je pense que on a sans doute un atout en Bretagne avec l'association publique. Nous a permis finalement d'aborder cette crise de voilà. Alors ouais, donc j'étais du coup j'ai perdu le fil. Oui, on a démontré qu'on a été une banque solide, c'est absolument essentiel évidemment pour sortir du Crédit Mutuel. Et je crois que le dernier point, c'est que encore une fois, ce qu'on incarne, c'est un modèle différent, une banque de taille intermédiaire, une banque qui a à la fois des racines, un ancrage et en même temps une vraie modernité et une banque tournée vers l'avenir, c'est-à-dire qu'à la fois ancrée mais extrêmement ouverte et dynamique et très en innovation. Et on est vraiment convaincus que c'est le modèle de demain, encore plus, j'ai envie de dire, après cette crise que l'on vient de vivre, cette première étape. On partage tout à fait. Mais je disais quand ça a coupé légèrement que Kwame, aux États-Unis, en Californie, disait qu'on avait beaucoup de chance d'avoir à la fois le CMB et une région Bretagne qui finance les entrepreneurs parce qu'on a aux États-Unis, ils ont cette difficulté-là d'avoir des banques très globales et donc peu d'acteurs régionaux. Et ça, sans doute un atout considérable. Peut-être le mot de la fin, Loïc, peut-être pour conclure. Pour réagir sur ce que disait Catherine Barba tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement, à New York, comme à Loéac ou à Châteaulin, on a des rez-de-chaussée qui sont en train de se vider, des centres-villes qui sont en train d'avoir des rideaux fermés avec une inquiétude de pas les voir remonter. Et ça va être l'enjeu de demain. Et cet enjeu, il pourra se construire ensemble, encore une fois, et que ce soit les partenaires bancaires, les entrepreneurs, les hommes, les femmes qui ont des idées sur les territoires et les collectivités qui ont quelques moyens pour agir. Si on met les forces ensemble, on peut reconquérir nos centres-villes. Et la reconquête de nos centres-villes, l'intensité de nos villes en Bretagne et le maillage des villes en Bretagne permet d'accrocher une vitalité qui permet de créer le développement de demain. Et c'est le combat là des mois à venir, je pense, et des années à venir. Il y en a pour une dizaine d'années, là, je pense, de reconstruction. Voilà.
Un grand merci à tous les deux, puis encore merci d'être partenaire du festival chaque année. Excuse-moi, On va. Charles. Franck, Ouais, tu viens d'intervenir, je vas-y. surveille un peu les commentaires sur les réseaux sociaux. Il y a une question de Poupou sur Tinder qui demande Hélène Bernico, est-ce que ça n'a pas été trop pénible d'enlever tous les posters de cyclistes dans l'ancien bureau de Ronan Lemoine? Alors j'ai gardé Ronan qui est là, va reconnaître un joli tableau derrière mon dos. Mais en fait, il les avait enlevés pour moi. Exactement. C'est exactement. Il a fait les choses bien. Donc, Excellent, excellent. Bon, bah, un grand merci à tous les deux. très bien, merci On va beaucoup. enchaîner tout à l'heure avec Jérôme. Ouais, merci. On va enchaîner effectivement avec Jérôme pour on va dire, pour rentrer du coup dans l'univers des vieilles charrues. On va mettre une petite vidéo captée l'année dernière qui montre un tout petit peu toute l'énergie qui se dégage du côté des vieilles charrues. C'est une vidéo qui a été tournée le dimanche. C'est bon, Alex, on y va? So let's get down to it. The one I need is tied up right now. So let's just wait a while. The one I need is tied up right now. So let's not draw the line, 'cause I can't make my mind up right now. So let's just wait a while. The one I need is tied up right. So let's just wait a while. The one I need is tied up right now. So let's not draw the line, 'cause I can't make my mind up right now. So let's just wait a while. The one I need is tied up right. Bonjour Jérôme. Bonjour Jérôme. Bon, bonjour Jérôme. Alors quand on pense au West Festival, on pense d'abord forcément Vieille Charrue, parce que c'est l'histoire des West Festival a commencé parce qu'il y avait les Vieilles Charrues qui existaient depuis bien longtemps. Donc forcément, on pense aux Vieilles Charrues, à toi, à toute l'équipe. Et donc pour commencer peut-être et attaquer avec une note très positive, on a encore vu cette année que les billets partaient en 2 minutes ou à peu près quand on les met en vente. Comment tu expliques cet engouement magique? Parce que je crois qu'il n'y a pas d'autre mot pour ce qui est devenu quasiment une Quand institution. on parle d'engouement magique, c'est qu'on revoit les images qu'on vient de voir à l'instant. Voilà, ça fait forcément chaud au cœur, ça donne des frissons. Là, forcément, on a un pincement au cœur. Moi, je suis à Carhaix, j'étais sur le site tout à l'heure. Le site qui est malheureusement vide, silencieux. On entend les oiseaux. Alors, c'est très sympathique aussi. Mais on aimait bien et on aime beaucoup voir toute cette foule en liesse devant les concerts. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir un engouement extraordinaire les dernières années, qui plus est sur l'année 2020 qu'on organisait, qu'on a démarré notamment avec la billetterie, l'annonce de Céline Dion et la programmation en fin d'année. Jamais on a connu un engouement de telle sorte. 8 minutes pour Céline Dion, 2 minutes à la revente et moins de 24 heures pour l'ensemble des billets au mois de décembre. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse espérer en tant qu'organisateur. Après, avec l'équipe, on a beaucoup travaillé les dernières années pour arriver à ce résultat qu'on espère, bien sûr, mais pour lesquels il n'y a pas de certitude, il n'y a pas de recette magique. On le fait avec le cœur, on le fait avec beaucoup de sincérité. On accueille les festivaliers, on imagine le festival comme si on invitait des amis à la maison pour un barbecue. Et puis, je pense que ça se fait aussi autour de vraies valeurs communes que l'on a avec toute l'équipe, avec tous les bénévoles à destination des festivaliers. Et ces festivaliers nous le rendent bien, c'est un vrai cadeau. Et je pense que ces valeurs de solidarité, de partage, de vivre ensemble, d'accessibilité aussi, que ce soit par la musique, tous les styles, toutes les couleurs, les tendances musicales, et également par le prix que l'on fait grâce aux partenaires, un prix qui n'a pas augmenté depuis 8 ans maintenant, et des partenaires et mécènes bretons qui nous accompagnent et qui nous permettent de maintenir ces prix attractifs. Eh bien, je pense que c'est une partie de la formule magique des charrues qui marche depuis maintenant bientôt 30 ans.
Ouais, c'est vrai que tu as raison, c'est vraiment la magie, je crois que c'est le mot qu'on peut utiliser, c'est ce qui colle le mieux sur au charrue quand on l'engouement qui se cesse de se confirmer. Alors une question qui vient forcément à l'esprit, c'est que on a traversé une période compliquée là, avec le Covid à tout point de vue, bien au-delà de ce qu'on évoque aujourd'hui, bien entendu, mais ça a forcément également des répercussions et des répercussions de long terme, on imagine, sur l'industrie, si on veut utiliser ce terme, en tout cas pour parler un terme plus économique. Comment est-ce que tu vois les choses après? Qu'est-ce que tu penses important de faire passer comme message pour que chacun soit conscient effectivement qu'il y a bien sûr un avant, un après, mais qu'il y a des choses qu'il ne faut pas oublier si on veut effectivement pouvoir retrouver dans des conditions sereines la magie que tu évoquais il y a quelques minutes. Alors c'est vrai que cette crise sans précédent a touché tout le secteur de la musique et du live de plein fouet. On a été les premiers à fermer, on sera les derniers à réouvrir, hein, à commencer par les salles au mois de mars. C'est un secteur qui est très interdépendant. Pendant des années, on ne se côtoyait pas ou peu, on n'échangeait pas ou peu, ou que des relations commerciales avec des producteurs. Aujourd'hui, et depuis même, j'ai envie de dire, la crise des attentats, où on a vécu les mêmes problématiques de devoir repenser, réadapter les modalités d'accueil des festivaliers ou des spectateurs. Et ben là, on est également dans cette même crise et de regarder à comment ensemble on va essayer de se sauver et comment on va essayer ensemble de rebondir, j'ai envie de dire, le plus vite possible. On sait que pour les salles, c'est un peu plus compliqué parce qu'on n'a toujours pas de signe d'amélioration en matière sanitaire. Donc, on ne sait pas si ce sera septembre, octobre ou début d'année 2021, comme certains le prédisent. Maintenant, ce qui est très important, c'est de maîtriser les bons choix, organiser les bons choix pour maintenir la diversité culturelle. Le président de la République en a parlé dans sa prise de parole autour de la culture le 6 mai dernier, c'est maintenir la diversité culturelle en France, que ce soit pour les petits, moyens, grands festivals, petits, moyens, grands producteurs, petites, moyennes, grandes salles, que ce soit les privés, les semi-privés associatifs ou les 100% associatifs. Il faut que personne ne reste au bord de la route, il faut qu'on puisse tous redémarrer. Pourquoi ? Ça permettra justement de maintenir cette exception culturelle française si chère à la France, ça permettra de maintenir les impacts économiques sur les territoires qui sont très importants, c'est plus de 18 millions d'euros pour le secteur de Carhaix du fait de la tenue du festival, maintenir l'impact social, toutes les centaines ou milliers de créations d'emplois qui sont générées du fait de l'organisation de ces festivals ou des tournées ou de l'organisation de concerts dans des salles. Et puis l'impact aussi sur le dynamisme plus général du territoire, sur l'image d'un territoire. On sait que pour Carhaix, c'est hyper important, que c'est une vraie fierté pour l'ensemble des habitants. Donc on se mobilise avec tous les acteurs, on s'est vraiment réunis pour passer les bons messages auprès des autorités. Maintenant, on va essayer de faire de même avec la nouvelle ministre de la Culture pour faire en sorte que personne reste sur le bord de la route, pour faire en sorte aussi de faire comprendre que les festivals et le secteur du live, tout confondu, hein, privé et associatif, on génère beaucoup d'activités, beaucoup d'emplois. C'est un sujet qui est interministériel et qu'il est important de mettre en place un vrai plan de sauvegarde, important à définir maintenant pour le mettre en place à la rentrée afin qu'il n'y ait personne au bord de la route en 2021. Si rien n'est fait, 2021 sera une hécatombe en termes de festivals notamment. On sait que beaucoup n'arriveront pas à s'en remettre. Pour l'exemple des Vieilles Charrues, cette année, en ayant même fait très attention, que ce soit sur les coûts de fonctionnement, salaires, charges, etc., loyer, ça va nous coûter 1,7 million d'euros une année sans activité. On sait déjà que l'année prochaine, en étant complet, parce qu'il y a très peu de billets qui ont été demandés en remboursement, on sait que Céline Dion, ça a été revendu très vite, on a un risque d'1,5 million d'euros. 1,5 million d'euros, c'est quoi? C'est les entreprises partenaires ou mécènes qui pourraient encore être impactées économiquement par la crise et ne pas pouvoir nous soutenir. Sauf que nous, la billetterie, elle est déjà faite, le billet est fixé. C'est pas non plus au festival de le payer. On sait qu'on n'a pas de subvention et qu'on n'en aura pas. C'est qu'il y a un risque pour 2021 pour les festivals ou les structures qui ont des subventions. On ne sait pas si 100% seront maintenus. Donc il y a trois vraiment leviers importants qui, je pense, peuvent mettre vraiment à mal la diversité culturelle. Et mettre à mal la diversité culturelle, c'est peut-être des difficultés supplémentaires pour des artistes, peut-être en développement, ou des artistes de niche qui pourront moins circuler à la rencontre des publics. Et c'est aussi des structures qui mettront la clé sous la porte, ce sera des emplois en moins. Et ce sera aussi pour le spectateur moins d'offres, une offre peut-être plus concentrée, uniformisée. Et en général, quand c'est ce cas-là, c'est plus cher, avec des billets d'entrée plus chers. Donc il est important que, avec la ministre de la Culture, l'ensemble du gouvernement, l'ensemble des élus de territoire, l'ensemble des professionnels du secteur,
on se retrouve, on se mobilise et on trouve les bonnes solutions ensemble pour maintenir cette diversité. Et quand on voit les images qu'on a vues en introduction tout à l'heure, eh bien, on a très envie de revivre ces moments de joie, de liesse et de partage qu'on en a beaucoup besoin. On a vu que pendant le confinement, il y a eu des initiatives sur les réseaux sociaux, notamment avec pas mal de concerts d'artistes qui étaient aussi bloqués chez eux, qui ne pouvaient pas être en festival. C'est très bien, c'est intéressant. Maintenant, se pose aussi la question du modèle économique de ces diffusions. On sait que, et j'en parle parce que les festivals ont lourdement été impactés suite à la crise du disque il y a une dizaine d'années, que depuis plus de 10 ans, les cachets ont flambé sur tous les festivals. Pour vous donner un exemple, au Vieilles Charrues, il y a 10 ans, le budget artistique tournait autour d'1,7 million d'euros, on est à plus de 4,5 millions. Je trouve qu'aujourd'hui, la coupe est pleine, on ne peut plus aller au-delà, on n'a plus les reins assez solides du fait de la crise du Covid-19, mais également liée à la crise que l'on a eue suite à la vague d'attentats qu'on a eu en France avec l'augmentation des coûts sécuritaires. Il est important d'essayer de trouver des modèles complémentaires pour la rémunération des artistes auprès du numérique. Et notamment, je sais que vous recevez tout de suite Louis-Alexis de Gemini, qui a lancé des initiatives très intéressantes en la matière. Écoute, Jérôme, super. En fait, tu as utilisé 3 termes qui sont hyper intéressants. Tu as parlé, Tir des Vieilles Charrues, de ce que c'est en termes de spectacle, également d'emploi, également de territoire et de diversité. Effectivement, les Vieilles Charrues, c'est tout ça aussi. Il ne faut pas l'oublier. C'est pour ça qu'il y a des enjeux très forts autour de ces magnifiques spectacles qu'on vit. Il y a ces 3 dimensions également qu'il faut savoir faire vivre. Merci beaucoup pour ton témoignage, ton dynamisme. Merci à toi et à tous les équipes des Vieilles Charrues qu'on a hâte de retrouver l'année prochaine, parce que l'édition n'a pas été annulée, elle a été reportée à l'année prochaine. Donc, on a tous hâte de se retrouver avec toi, avec toutes les équipes pour profiter de ces bons moments qui certes sont sympas en digital, mais beaucoup mieux quand on est ensemble. Merci beaucoup, Jérôme. Merci, et puis bon festival numérique, et on se retrouvera l'année prochaine à Carhaix. Exactement. Avec grand plaisir. Salut, merci beaucoup. Ok, on va enchaîner pour terminer un peu cette session-là avec 15-20 minutes avec Louis-Alexis de Gemini. Bonjour. Ah, super, merci, Bonjour. Ça fonctionne. Bon, Louis-Alexis, un grand merci à vous d'avoir répondu à l'invitation. Jérôme nous a aidés, vous travaillez depuis longtemps avec les Vieilles Charrues. On avait eu la chance d'avoir 10 heures lors de la seconde édition du festival. Qu'est-ce qu'il s'est passé depuis ces 5 dernières années? Les chiffres côté 10 heures, on en est où? Alors d'abord, merci de me recevoir. Bonjour à tous ceux qui sont là. Avant de répondre à votre question, j'écoute les débats depuis 17 heures. D'abord, je dois vous avouer que je pense que comme tout à chacun, c'est lourd cette conversation qu'on a tous ensemble autour du Covid, parce qu'on a l'impression d'avoir une sorte d'enclume sur la tête. Et je pense qu'il y a un enjeu, c'est de poser l'enclume. À titre personnel, en tout cas de ces conversations, de ce que je lis du Premier ministre hier, je voudrais que individuellement, peut-être, chacun, on se pose cette question simple. Si on veut aller aux Vieilles Charrues l'année prochaine, il y a un truc très simple à faire. C'est qu'on aille tous se faire un test 2 jours avant avec un cotillon dans le nez et qu'on ait un papier qui dise qu'on l'a ou qu'on l'a pas. Aujourd'hui, je trouve qu'on essaie d'écraser des mouches avec une pétaudière et qu'on est en train de souffrir d'une approche qui est complètement délirante, d'un problème qui a certes touché beaucoup de monde, mais qui met à plat tout un pays, tout un écosystème, tout simplement parce qu'on ne prend pas des décisions simples, on préfère prendre des décisions péremptoires. Je rappellerai juste, moi, j'ai cette chance de bosser dans le digital. Catherine était à New York. Si on regarde un peu du côté de la Corée du Sud, ce pays n'a pas mis à plat l'ensemble de ses industries économiques et culturelles, notamment comme Jérôme, parce qu'il a su traiter le test des gens, assigner à résidence ceux qui sont malades, et les autres continuer à avoir une vie normale. Je pense que nous tous, là, on est 140, on doit se poser la question en tant que décideurs, citoyens, acteurs, de comment est-ce qu'on fait entendre notre voix pour que le problème soit mieux géré la prochaine fois, et que si la solution, c'est des masses dans les lieux publics le 1er août et la deuxième phase en septembre, je trouve ça personnellement pas du tout à la hauteur de l'enjeu. Ça, c'est mon point de vue de citoyen. Non, mais c'est hyper intéressant, mon point de vue. Et je trouve que moi, je participe à beaucoup de débats depuis 4 mois parce que je me sens une obligation, évidemment, de participer, de partager. Je vais amener des trucs positifs, j'espère, dans cette petite présentation. Mais voilà, je pense qu'on a un rôle de citoyen. C'est super le digital. J'ai écouté Cédric tout à l'heure, la fracture numérique, etc., etc.
je trouve qu'on parle beaucoup de milliards dans le digital, mais qu'il faut parler un peu plus des gens. Et si on a la chance d'être des gens privilégiés parce qu'on est en phase avec notre temps, essayons d'amener des solutions, y compris sanitaires, qui sont dans notre temps. Et je trouve encore une fois que Cédric devrait passer un peu plus de temps au ministère de la Santé. Ça réglerait peut-être un certain nombre de nos problèmes. Donc, ça c'est mon intro perso. Mais bon, moi, je dirige 500 personnes. Je travaille depuis 4 mois, comme beaucoup de gens, 24/24 derrière un écran. Je trouve ça très difficile. Et je n'irai pas aux vieilles charrues derrière un écran. Une de mes questions que vous m'avez posées, c'est est-ce qu'on pourrait faire la vieille charrue en digital? La réponse est non, parce que j'ai essayé de monter un festival digital, ça ne marche pas, ça n'intéresse pas les gens, et c'est normal. On va chercher la communion avec un artiste et avec des gens qu'on aime, et éventuellement de rencontrer d'autres personnes. Donc, comment recréer les conditions de ces rencontres? Je pense que c'est le sujet number one. Concernant Deezer, bon, nous, on a beaucoup de chance. Alors, voilà, le message que je peux partager pour ceux qui sont des entrepreneurs, c'est que le coup de bol qu'on a, nous, c'est qu'on a développé un business model et on ne savait pas, qui était assez résilient à ce type de crise. En clair, le business de Deezer, c'est l'abonnement. Les business qui s'arrêtent aujourd'hui, c'est ceux qui vendent à l'unité et qui sont dans une forte dimension physique. Nous, on est dans une expérience 100% digitale et nos clients s'abonnent. Donc, ils ne se sont pas désabonnés du jour au lendemain, le 15 mars, ce qui fait qu'on a une économie et un business model qui est résilient. Je partage ça parce que l'abonnement, moi qui suis un vieux briscard de la musique et de la télévision, j'ai travaillé longtemps à M6, j'étais dans le modèle publicitaire. Bon, mes camarades d'M6, leurs écrans de pub se sont vidés littéralement à partir du 30 mars. Moi-même, j'étais client, j'ai arrêté de dépenser de l'argent parce que je voulais maintenir ma trésorerie. Ça n'est pas le cas pour une entreprise comme la nôtre, ni comme Canal+, dont vous avez pu voir qu'ils ont pu même offrir des chaînes gratuites. Donc, si moi j'ai une leçon à partager très humblement, c'est qu'on a un pont incroyable, c'est qu'on est passé d'une vente de la musique au détail à un abonnement pour consommer une expérience musicale, et ça permet à Deezer d'être aujourd'hui en bonne santé économique. Et ça, moi, c'est ce que j'ai appris finalement de cette période, c'est qu'on a un business model résilient. Alors, les chiffres sont très gros, mais c'est mon deuxième commentaire. Dans le digital, on parle tellement d'argent et de milliards et de millions que je trouve qu'on se décale par rapport à ce que vous dites vous-même depuis tout à l'heure et que je trouve merveilleux, la localisation, le petit commerce, la culture, la Bretagne. Alors, moi, un insight, les artistes en ce moment, ils gagnent plus un centime, hein, ils vendent plus de CD, ils vendent plus de vinyle, il n'y a plus de concerts. Donc, le seul moyen de gagner des sous, heureusement, c'est grâce à nous et grâce à l'abonnement musical. Mais s'il y a une opportunité peut-être pour la Bretagne, qui est un pays de culture, c'est de créer un hub pour que les artistes viennent s'installer chez vous pour créer. Parce que, juste pour mémoire, Berlin a fait son business depuis à peu près 20 ans sur le design, la créa et les artistes. Donc, s'il y a une opportunité à saisir, elle est peut-être là. Et comme ils sont très maltraités par toute la politique environnementale, si vous êtes malin en Bretagne, peut-être que vous allez voir débarquer tous les artistes de France et de Navarre. Ça, c'est mon deuxième commentaire un peu funk, mais On le note. Voilà. Deezer, c'est 3 millions d'abonnés aujourd'hui. C'est plus de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires en France, 500 millions d'euros dans le monde. Donc, nous, on est une petite start-up qui a commencé il y a 13 ans avec Daniel Marelli dans son garage, qui a créé un site pirate pour récupérer de la musique sans payer les droits. On a commencé par être des hors-la-loi. Puis, on s'est fait rattraper par la police. La SACEM nous a envoyé des courriers et on a signé des accords. Et on a créé comme ça le streaming. Donc, 3 millions d'abonnés en France, 15 millions dans le monde. Voilà, on fait partie d'une Next 40, vous l'avez dit tout à l'heure. Mais tout ça, c'est pas le fruit d'une vision dingue, c'est le fruit j'ai envie de dire, au départ d'un besoin. Deezer est né parce que son fondateur avait marre de pirater la musique, de la télécharger dans un ordinateur, de la télécharger dans un lecteur MP3 et après éventuellement de pouvoir l'écouter. Donc il s'est dit, je vais me plugger sur Internet et créer un petit lien qui est devenu le streaming, comme quoi parfois les idées partent de besoins très simples. On est 600 collaborateurs chez Deezer, on est en France, on est une boîte française. J'ai ouvert des bureaux à Bordeaux il y a 2 ans pour essayer de capter une partie de mes talents qui veulent une meilleure qualité de vie qu'à Paris, où sincèrement en ce moment il vaut mieux être en Bretagne qu'à Paris. Et on a vocation à essayer d'aller puiser dans les écosystèmes locaux parce qu'on voit que les développeurs, les ingénieurs
n'ont pas du tout envie de rester à Paris en ce moment, mais beaucoup plus d'aller vers des territoires plus accueillants. Donc peut-être ce sera une autre opportunité pour vous. Ok. Oui, Alexis, pardon, je te coupe, mais on parlait des tendances musicales lorsque l'on a préparé un tout petit peu l'interview. Quelles ont été les tendances justement pendant le confinement, après le confinement? Je trouve ça intéressant, ouais. Alors, ce qui est très intéressant, c'est le confinement a bouleversé un élément de notre vie, c'est que, en tout cas pour l'essentiel d'entre nous, nous n'avons plus pris les transports en commun pour aller travailler. Pour notre base de 3 millions d'abonnés, en gros, les transports en commun et en voiture représentent 1h30 à 2 heures par jour. Une grosse partie de l'audience du streaming, comme des radios, se fait dans les transports. Donc nous, au début, les volumes d'écoute ont complètement chuté parce que les gens étaient chez eux, ne prenaient plus la voiture, le train, le métro. Et deuxièmement, parce qu'on l'a vu, ils se sont rivés sur leur chaîne de télé et leur radio d'information pour savoir ce qui se passait. Au bout de 15 jours, 3 semaines, chacun a essayé de retrouver ses marques et nous, on a complètement fait basculer l'offre de Deezer. On a 56 millions de chansons, certes, mais on a reconfiguré notre homepage pour pouvoir proposer de la musique pour tous les usages de cette nouvelle vie en confinement. Donc, que ce soit pour faire du sport le matin, du yoga, de la méditation, de travailler en musique, parce que c'est stressant de bosser avec un écran toute la journée. Donc, pourquoi pas de temps en temps chiller un peu avec des playlists Deezer. On a aussi occupé les enfants, vous le savez. Tous ceux qui travaillaient chez eux avec des enfants en bas âge ont vécu une période extrêmement difficile. Donc, on a mis en scène tous les podcasts pour enfants, les livres pour enfants. Donc, l'audience a d'abord baissé en volume et elle a remonté d'une manière importante car à un moment, les gens ont arrêté de regarder la télé, un peu moins, et ils se sont remis à vivre en musique. Donc, nous, on a eu une courbe un peu comme ça en trafic. En revanche, en abonnement, on a continué à croître parce que les gens ont continué à avoir envie de vivre cette expérience un peu dingue, d'avoir toute la musique du monde juste au bout du doigt. Et on parle aussi beaucoup de souveraineté aujourd'hui nationale, de circuits courts. Est-ce que dans l'univers du streaming musical, il n'y aurait pas quelque chose aussi à creuser? Ouais. Ouais. Alors, il y a différentes choses dans votre question. D'abord, sur la souveraineté, je crois que ça nous concerne tous. C'est ce que disait Cédric en introduction, c'est est-ce qu'on veut essayer que nos startups françaises restent en France, restent françaises d'une certaine mesure, dans une certaine mesure. Deezer est une boîte française parmi 5-6 géants américains. On se bat tous les jours contre Spotify, Apple, Amazon, Google. Donc, bien sûr, il y a un sujet de souveraineté parce qu'il vaut mieux qu'on ait les talents de Deezer à Paris ou en Bretagne qu'à New York ou à Palo Alto, parce qu'à un moment, ces gens-là, d'abord, ils consomment chez nous, et puis ensuite, ils font des petits, ils partagent d'un écosystème et d'une culture. Il y a un deuxième élément, c'est que Deezer met en avant la culture française et les artistes français. Donc, on génère beaucoup d'argent pour la création française. Et je pense qu'il y a un enjeu de souveraineté parce que s'il n'y a pas d'artistes français, s'il n'y a pas de musique de toute nature, y compris de la musique locale, et pourquoi pas, et en l'occurrence bretonne, il y a de très grands artistes, eh bien, on perd une dimension culturelle qui affaiblit notre écosystème local et puis qui ne participe pas de notre rayonnement. Donc, on a, nous, un sujet de souveraineté aussi à cet égard. Et pour finir, juste pour vous donner un chiffre, parce que souveraineté, c'est un beau mot, mais à la fin, il faut que les gens ils gagnent leur vie. Je pense qu'il y a de la souveraineté si on arrive à manger, à nourrir sa famille. Et donc, Deezer, en 2019, a reversé 150 millions d'euros à l'industrie musicale, sur 210 millions d'euros de chiffre d'affaires. Pour que vous compreniez, j'ai un business model un peu difficile. En France, 75% est reversé aux producteurs et aux éditeurs de la musique. Et après, cet argent ruisselle et va aux auteurs-compositeurs côté éditeur et après aux artistes. Bon, la souveraineté, c'est que grâce à Deezer, il y a des artistes en ce moment qui gagnent certes beaucoup moins qu'avant, mais quand même un peu. Et j'espère qu'ils ne mettent pas la clé sous la porte, mais qu'ils continuent à créer pour demain revenir, y compris aux vieilles charrues. Donc, il y a une triple dimension sur la souveraineté par rapport à votre question. Oui, et justement, Jérôme abordait cette histoire d'argent dans le streaming, la répartition. Je crois que vous réfléchissez un tout petit peu aussi à faire évoluer un peu le oui, je pense qu'on a tous des gens dans le digital. Bon, on est des intermédiaires qui créons un nouveau service, et après on a un certain nombre d'ayants droit ou de producteurs à payer, que ce soit le petit producteur qui crée des choses physiques. Nous, on doit payer les artistes d'une manière ou d'une autre. Le système du streaming aujourd'hui, il est basé sur un système de part de marché. Je ne sais pas si ceux qui sont en train de nous écouter le savent et si vous êtes abonné, mais en gros, quand vous payez 10 € à 10 heures tous les mois, vous mettez ça dans un pot commun. Ça fait 120 € par an. Cet argent, il est multiplié par notre nombre de clients. En France, ça fait 200 millions d'euros.
Là-dessus, on en reverse 150. Hein. Donc, on en garde 50 pour nous et pour financer l'entreprise, les salaires, la technologie. On en reverse 150. Les 150 sont répartis selon un classement des chansons de la plus écoutée à la moins écoutée. Ça crée un biais, c'est que les chansons qui sont écoutées par les jeunes sont favorisées par le système, puisque les enfants qui ont 17, 18, 19 ans ont généralement 2 fois plus de temps d'écoute que leurs parents. Ce que ça veut dire, c'est que les artistes écoutés par les jeunes peuvent gagner 2 fois plus d'argent que les artistes écoutés par les moins jeunes. Je trouve que c'est pas totalement juste, ni une bonne chose pour la diversité musicale. Donc, je fais une action de lobbying depuis 1 an et demi pour essayer de rééquilibrer le système et que, en fait, chaque 10 €, le vôtre à tous les 3, si vous êtes abonné à une plateforme, vos 10 € n'aillent que aux artistes que vous écoutez et pas ceux que vos enfants écoutent, puisque eux, écoutant beaucoup plus que vous, en gros, ils prennent vos sous pour les donner à leurs artistes. Alors, c'est sympa pour, en gros, les rappeurs, mais c'est moins sympa pour Francis Cabrel, et je pense que, et pour Clara Luciani, et pour Julien Doré. Donc, on a un sujet d'essayer de mieux répartir les sous du streaming. Enfin, c'est un problème de riches. La chance qu'on a, c'est qu'on continue, nous, à générer des revenus pour les artistes en ce moment, qui est effectivement une période extrêmement difficile, car tous les autres revenus sont bloqués. Je finirai en disant que le streaming, c'est pas un ennemi du CD ni du vinyle. Moi, j'espère que, évidemment, tous les petits commerçants autour de la musique vont pouvoir réouvrir. La France est un pays assez rare dans le monde où on a 4000 grandes surfaces qui vendent encore de la musique, une dizaine de milliers de magasins. Et donc, par rapport à la discussion du début où une dame disait que ça allait être horrible, la chute des petits commerces, c'est vrai. Je pense qu'on peut s'abonner à Deezer et quand même aller acheter des CD ou des vinyles. Et c'est aussi cette conscience que l'art et la création a une valeur, qu'on pourra maintenir la création dans notre pays et soutenir les artistes. Ok, Louis Alexis, merci. Pardon, j'espère que je suis pas trop. Non, hyper intéressant. C'était top, le timing top, merci. Non, Charles, est-ce que vous aviez une autre question Non, c'est très clair, c'est hyper intéressant. Je trouve le côté effectivement, ces artistes survivent grâce à la musique en streaming aujourd'hui, c'est quand même intéressant de le souligner. Ça a tellement été parfois en tout cas mis à l'index. Et puis je trouve effectivement ces modèles économiques qui ne doivent pas s'exenter d'être un modèle économique qui peut cohabiter avec le réseau physique, avec le physique, le disque, etc. C'est les discours dans lesquels on se retrouve nous aussi. On ne peut pas opposer les deux mondes qui, a priori, devraient un jour se rencontrer pour de bon. Voilà. Absolument, absolument. Et pour finir là-dessus, le grand souci de la musique dans le digital, ça a été le piratage pendant 10 ans. La création du streaming a permis de remonétiser une industrie qui avait été paupérisée par le piratage. Et donc, ça, c'est un côté très positif. Et puis, dernier point, juste pour la route, ce qui est intéressant avec le streaming, c'est qu'on loue quelque chose qu'avant on achetait. Je pense que ça ouvre des perspectives très intéressantes sur notre manière de consommer. Pour mémoire, au Japon, qui est le plus grand pays encore actif au niveau des CD dans le monde, 80% de la musique au Japon, c'est encore des CD. Les Japonais louent des CD autant qu'ils en achètent. Je pense que la location peut peut-être permettre de produire un peu moins de matière physique avec toutes les conséquences que ça a, tout en donnant beaucoup de plaisir aux gens. Donc c'est vrai dans le digital, mais ça peut être vrai dans le monde physique. Pourquoi est-ce que je ne vous louerais pas ma voiture, cher ami, plutôt que de simplement la partager? On en reparlera peut-être. Je suis d'accord avec vous. Merci beaucoup, Alexis. À bientôt. Merci. Et abonnez-vous à Deezer, s'il vous plaît. Hein. Oui. C'est clair. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. On va enchaîner avec une petite synthèse de notre grand témoin, notre CEO de startup CrêpeUp. Franck, une petite synthèse de tout ce que tu as entendu là, ça touche à la fin. J'ai tout écouté. C'était intéressant, à part Charles qui n'a pas favorisé le développement de CrêpeUp. Bon, on a commencé par Ronan. Un peu malin, qui dit à Cédric O, il y a 500 personnes qui t'écoutent. De toute façon, comme il n'est pas là, il ne peut pas vérifier. Il n'a pas menti, Ronan. En fait, il y avait 170, 200 personnes de connectées, mais on compte tout le monde. On compte les enfants, les animaux, les grands-mères. C'est comme l'audimat. Et 170, c'est instantané, donc tu en as 500 qui sont connectés. Tout à fait, exactement. On fera les stats demain. On t'expliquera. Donc, Cédric, depuis son lieu de vie, parce qu'il a du temps maintenant. C'est vrai qu'on a tous basculé dans le digital très rapidement au mois de mars, avec la joie du télétravail, bosser en caleçon avec les gosses qui courent autour, les startups qui viennent irriguer le territoire, le fameux ruissellement. Bon, en Bretagne, on a eu pas mal ça a bien ruisselé cet hiver, donc si on peut passer…
Ah, Franck, on t'entend plus là. Ah. Ton micro. Franck, ton micro est coupé. Ouais. Non, il ne devrait pas. Ah, Ça y est, bon. c'est revenu, Heureusement, c'est revenu. C'était pas très intéressant ce que je viens de dire, pas grave. Et par contre, il a cité 4 fois Macron et pas Macron. Et à mon avis, il a de la famille là-bas. En tout cas, il a envie de venir aux Vieilles Charrues. Ah, Ton Franck, à nouveau, micro. ton micro est coupé. Ne devrait pas. Ah Catherine Barba, la spécialiste du retail tech, pas facile à dire, spécialiste du numérique qui galère, pour qui c'est une aventure de se connecter sur Internet. Donc j'ai eu un peu de doute au départ sur ses réelles compétences. Bon, finalement après ça allait mieux. Une très belle bergerie, oh dis donc, fauteuil en cuir, patio, super bien aménagé sa petite bergerie. Bon, moi, personnellement, je ne l'avais pas regardé sur M6 parce que j'avais regardé la finale de Koh-Lanta. Donc, je ne sais pas si c'était bien son émission ou pas. Ce que j'ai retenu, c'est qu'elle revient pour prendre la température. Et ça, bah, elle a raison. En période de Covid, c'est plus prudent. C'est une bonne idée. Hélène Bernicot du groupe Arkea, Loïc Chenet-Girard de la région Bretagne. Donc, Loïc qui se retrousse les manches pour poser de la fibre. Hein, il déroule du câble. Et puis, tous les deux nous ont parlé d'équilibre, de bien-être, peut-être un point technique. Loïc a parlé de shortisking. J'avoue que je n'ai pas compris, je ne suis sûrement pas le seul. J'imagine que c'est un terme breton. Ensemble, ils nous ont parlé de l'attractivité de la région, l'importance des centres de décision sur nos territoires. Et ici, à la Pointe-Bretagne, je pense qu'on est tous d'accord. Juste peut-être, venez pas trop nombreux, les autres. Jérôme des Vieilles Charrues, eh ben, les Vieilles Charrues, comme il l'a dit, hein, c'est comme un grand barbecue géant. Et c'est vrai qu'en général, aux Vieilles Charrues, bah, on finit complètement cuit. Et il a parlé des acteurs culturels qui se réunissent pour ne pas rester au bord de la route, la solidarité, faire ensemble. Certains le savent parmi vous, à côté de Crêpe Up, je m'occupe aussi d'une troupe d'impro qui intervient un peu partout. Et je ne fais qu'approuver les propos de Jérôme. Et effectivement, il y a une vraie solidarité au niveau des acteurs culturels. On se serre les coudes et c'est important. Sans oublier les artistes de niche, car il n'y a pas de raison que nos amis, les chiens, les animaux, soient défavorisés. Louis Alexis, pour finir, c'est sa première. Donc Sébastien, là, vous voyez. Bon, il dit ce qu'il pense. Il devrait vite se faire adopter par les Bretons. Un petit tour backstage avec Céline Dion. Et puis, l'année prochaine, on passe au tutoiement. Hein. J'ai retenu qu'il fallait passer du détail à l'abonnement. Et ben moi, je propose pour terminer qu'on s'abonne tous au West Web Festival et qu'on se donne rendez-vous l'année prochaine et les années suivantes à Carhaix, tous ensemble. Merci. Merci beaucoup, Franck. Bravo. Merci à toi. Bon, on a tenu le timing, les 6h32. On s'était engagé sur 1h30. Déjà, un grand remerciement à nos partenaires historiques que sont la région Bretagne et Arkea qui nous ont aidés du coup à faire ce petit événement. Charles, Ronan, un petit mot aussi pour conclure. On est très fiers d'avoir fait ce petit événement. Merci Sébastien, surtout parce que c'est toi qui l'as organisé. Non, on était tous ensemble. Et merci à Alex Galou qui est aussi derrière en coulisses, la régie. Et on espère quand même vous retrouver physiquement parce que mine de rien, c'est aussi très agréable d'avoir le contact humain. Donc le digital ne fait pas encore tout et on a besoin de se voir de temps en temps. De visu. Ouais, pour rebondir sur ce que j'ai Charles, encore une fois, Sébastien a la bonne idée de trouver une idée pour faire en sorte que le West Festival ait lieu malgré tout. Et c'est quand même assez sympa de le faire comme ça, même si c'est pas la véritable édition. Il manque la battle. Effectivement, puis on a quand même des gens qui nous sont fidèles parce qu'on a sollicité des gens pour intervenir, que ce soit le président de région, Hélène, Catherine, Dizer, etc. Tous les autres, mais effectivement qui ont répondu tout de suite. C'est quand même assez sympa. Et effectivement, on a tous compris, et on vient de le redire, Charles vient de le redire, qu'on sera tous heureux de se retrouver l'année prochaine dans les prairies de Carhaix, sous le soleil, à écouter la musique, boire un peu de bière, essayer de pas finir totalement cuit, comme disait notre ami Franck. En tout cas, on sera très heureux de se retrouver ensemble l'année prochaine pour de vrai. Bon, on va conclure en vous mettant une captation donc des Vieilles Charrues que Jérôme du coup a réalisé avec Sombrero. Donc c'est Iggy Pop l'année dernière, 2019. Alex, si tu peux mettre cette vidéo et puis merci beaucoup à tous. À bientôt. Bonne journée. Merci. Salut. Hey, if I was hitchhiking, would you pick me up?
Can I be a passenger? Passenger, and I ride and I ride. I ride through the city's backsides. I see the stars come out of the sky. Yeah, the bright and hollow sky. You know it looks so good tonight. Passenger, I stay on the glass. I look through my window so bright. I see the stars are out tonight under a bright and hollow sky, and everything looks good tonight. And I'm singing la 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 la. To the car, we'll be the passenger. We'll ride through this city tonight. We'll see the city's ripped back sides. We'll see the bright and hollow sky. We'll see the stars that shine so bright. Stars made for us tonight. The passenger, how he rides. Yeah, the passenger, he rides and he rides. Hey! He looks through his window. What does he see? He sees a sign in hollow sky. He sees the stars are out tonight. He sees the city's ripped back sides along the winding Ocean Drive, and everything was made for you and me. All of it was made for you and me. It just belongs to you and me. So let's take a ride and see what's mine. Singing la 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 la. Hey baby.
passenger. He rides and he rides. He sees things from under glass. He looks through his window inside. He sees the things he knows are his. He sees the bright and hollow sky. He sees the city sleep at night. He sees the stars around the night. And all of it is yours and mine. All of it is yours and mine. So let's ride and ride and ride and ride. All right. Sing it loud, loud.